Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end, le magazine dédié à vos loisirs et à vos sorties. Dans cette émission, on parlera pâtisserie avec Eva Linora. Cette pâtissière a remporté sa qualification pour la finale du championnat de France du dessert. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve dans un instant. Juste avant, on va découvrir quelques idées de sortie pour les vacances. On commence tout de suite avec le parc animalier de Thoiry. Après 3 mois de fermeture hivernale, il a rouvert ses portes le week-end dernier et il vous réserve quelques nouveautés. Un reportage de Romain Grabette et Patrick Jacques de Dixmude. Ces grenouilles semblent inoffensives, pourtant elles font partie des espèces les plus dangereuses au monde. Le poison d'un seul de ces philobates terribles suffit pour tuer 10 humains. Ils viennent de rejoindre l'Arche des Petites Bêtes du parc animalier de Thoiry, inauguré l'an dernier. Les visiteurs pourront redécouvrir dans cette arche le rat à trompe, à l'odorat extrêmement développé, absent du parc depuis 1 an et demi. Parmi les nouvelles espèces, certaines sont en voie d'extinction. Il y a des programmes européens d'élevage pour la conservation des espèces menacées. Et quand on a les installations optimum pour ces espèces, le coordinateur du programme nous prête, il nous confie les animaux. Et à ce moment-là, on peut les élever. Et ce coordinateur va décider où tel mâle ou telle femelle va partir pour reproduire dans tel parc, où seront les dispatchés les petits. En fait, il gère toute la population captive au niveau européen pour éviter en fait toute consanguinité. Le parc de Thoiry a accueilli des geckos nains turquoises dont l'espèce est menacée. Ce lézard est de plus en plus répandu comme animal domestique, ce qui rend sa reproduction plus difficile. Ils ont été placés en quarantaine dans le cadre de la conservation de l'espèce. Seuls quelques visiteurs prenant un forfait d'entrée spécifique auront l'opportunité de les voir. Et à noter également la serre aux papillons de la Queue les Yvelines a rouvert ce week-end. Après le zoo, on passe à la bergerie nationale. Pendant cette période de vacances scolaires, les activités pour les enfants sont évidemment à l'honneur. Jusqu'au 2 mars, vous pouvez visiter la ferme sur le thème du cirque. Un reportage de Aurélia de Bissy. Pendant les vacances d'hiver, place au cirque à la ferme. La bergerie nationale à Rambouillet propose tous les après-midi différentes animations autour des arts du cirque. Des parcours d'acrobatie entre des bottes de paille, la fabrication de masques à partir de peinture au jaune d'œuf ou encore des tours de magie où l'on transforme la crème en beurre. Au programme également des numéros de dressage, pas de tigre ni de lion, mais des oies. Nos oies ont l'avantage d'être élevées depuis toute jeune parmi les chiens de berger puisque ce sont des oies qu'on utilise pour entraîner les chiots. Et donc elles ont l'habitude de se faire un petit peu malmener par les chiens. Et donc les enfants, on va dire que c'est un petit peu les vacances pour elles. Et du coup, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et juste les accompagner. On faisait une ronde et on devait mettre les oies dans la ronde. Et on se devait baisser et si quelqu'un bougeait, l'oie, elle prend sa place et après elle s'enfuit. On a levé nos bras et les oies devaient passer en dessous, mais il y en a quelques-unes qui s'est échappée. En fin d'après-midi, la visite 100% nature se termine par la découverte des soins aux animaux. Moutons, chèvres, poules et vaches, voilà de quoi émerveiller nos petits apprentis fermiers. Et ce week-end, vous pourrez également assister à une compétition internationale de modélisme. Ça se passe au gymnase Maurice Baquet, au Clé-sous-Bois, vendredi, samedi, dimanche, 3 jours durant lesquels les meilleurs pilotes du monde s'affronteront. Lundi, Philippe Guiraud, l'organisateur de cette 5e édition de l'I-Top, comme s'appelle cette compétition, était l'invité du 7-8 Sport. Je vous propose de regarder ensemble un extrait. Tout d'abord, comment se décompose une épreuve de voltige, puisqu'on va assister à de la voltige ce week-end? C'est-à-dire que c'était une épreuve de voltige imposée, donc avec des figures imposées, avec différentes catégories. Vous avez la promotion qui permet aux jeunes et moins jeunes d'ailleurs de se lancer dans cette compétition. La catégorie nationale, un peu plus compliquée, et finalement la catégorie internationale qui est pratiquée dans l'Europe entière, voire dans le monde entier. Alors il y aura de nombreux pilotes, 63 pilotes présents ce week-end au Clé-sous-Bois, les meilleurs du monde. Je vous propose de regarder un petit extrait de l'édition précédente l'année dernière pour voir un peu ce à quoi cela ressemble.
Philippe, la moindre des choses que l'on puisse dire, c'est que c'est envoûtant quand même. Hein. C'est un ballet incroyable, non? C'est très envoûtant. Et en fait, là, ce que vous avez montré, c'est en fait, il y a deux concours dans cette compétition. Il y a le concours de voltige imposé et dans ce qu'on vient de voir, le concours de vol en musique. Et la différence, alors, entre les deux? Le vol en musique, c'est des figures totalement libres. Le pilote fait ce qu'il veut, choisit sa musique, etc. Alors qu'en figure imposée, les figures sont imposées par la Fédération aérienne internationale. Qu'est-ce qu'on peut voir justement comme figure imposée? On pense tout de suite peut-être au looping dans le langage profane. Des loopings, des tonneaux, des renversements, une combinaison des deux, voire des trois. On arrive à des figures qui n'ont pas vraiment de nom connu du grand public, très complexes. Quel est le type d'épreuve que vous préférez, vous? Puisque je sais que vous êtes aussi pilote à la place de temps en temps organisateur, mais aussi pilote. Tout à fait, oui. Mais moi, je ne fais que de l'imposé. Je ne fais pas de libre en musique pour l'instant. Alors, on voit un des exemplaires ici sur la table du 7-8 Sport. Ça pèse combien là? Et quelle est l'envergure et les caractéristiques de ce modèle? Là, c'est un peu le type d'avion qu'on pourra voir ce week-end au Clé-sous-Bois. Donc, il fait 80 cm d'envergure, 80 cm de longueur. Et il fait 87 grammes exactement en ordre de vol avec la batterie. C'est ultra léger. Hein. C'est très très léger. Ça veut dire que ce genre d'avion ne peut pas voler en extérieur. C'est réservé exclusivement aux démonstrations indoor? Ah oui, ça en extérieur, c'est carrément impossible. Hein. Le moindre souffle d'air, il part. Et pour vous donner une petite idée, quand on vole en gymnase, on coupe les chauffages du gymnase. Ah oui, à ce point-là. Alors, à ce point, oui. Quand on préparait l'émission, vous me parliez de la conception spécifique de ces modèles. Racontez-nous un petit peu de quoi c'est fait. En fait, c'est fait de plaques de Dépron, qui est à l'origine fait pour faire de l'isolation dans les maisons. On a un peu détourné de son usage premier, donc qui est ajouré et recouvert avec de la feuille de millard pour que ce soit le plus léger possible. C'est totalement artisanal, ça veut dire qu'on ne trouve pas ça dans le commerce? Si, il existe des kits dans le commerce, mais qui sont souvent beaucoup plus lourds. Et alors, par rapport à la compétition, on va revenir à la compétition de ce week-end, il y a une spécificité, je crois, c'est le vol 4D, vous me disiez. Voilà, alors, à quoi ça ressemble le vol 4D? Le vol 4D, on en a vu un petit peu au départ du reportage. C'est principalement utilisé dans les figures libres. Ça permet à l'avion de reculer. Donc c'est ce qui est peut-être le plus spectaculaire pour les téléspectateurs, voilà. S'il y a quelque chose à cocher ce week-end. Voilà, et assez peu courant de voir un avion reculer, quoi. On va maintenant parler pâtisserie. Nous avons la chance de recevoir Eva Linora, une Yvelinoise qui s'est qualifiée mardi pour la finale du championnat de France du dessert. Bonjour. Bonjour. Alors un mot sur ce concours, sur ce championnat de France. Donc vous avez dû en fait envoyer un dossier en décembre dernier avec votre réalisation, votre création et une photo. Votre dossier a été sélectionné. Tout à fait. Mardi, il s'agissait donc de la sélection pour la finale qui aura lieu en mars à Nice. Il y a eu donc des concours de qualification un peu partout en France, 8 au total. Et vous avez passé, quant à vous, celui de la sélection Nord à Orchy. Tout à fait. Alors, on va découvrir en images votre création et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, ça s'appelle Fraîcheur givrée d'agrumes et d'exotisme. Alors, il s'agit d'un tube en meringue française. À l'intérieur, j'ai mis donc un petit croustillant noisette, une compotée d'agrumes, un sorbet yuzu, un petit peu de chantilly et donc dessus une fleur en mangue. Alors, pourquoi en fait ces ingrédients-là plus particulièrement? J'ai juste essayé de faire ce qui me plaisait, enfin de réunir dans mon dessert les ingrédients qui me parlaient le plus et que j'aimais. Donc voilà, c'est un choix purement personnel, mais voilà. Ça prend du temps. Vous avez mis pas mal de mois pour vous entraîner. Alors il y a beaucoup de temps sur la mise au point du dessert, savoir la présentation, comment associer les différents éléments, un bon équilibre des saveurs, des goûts. Et puis une fois que le dessert est calé, la photo, les recettes, c'est beaucoup d'entraînement, de répétition pour essayer de le sortir au minimum de temps. Et que ça devienne automatique. Et beaucoup d'automatisme à gagner, voilà. Alors vous travaillez à la Maison Le Nôtre à Plaisir. Donc les chefs pâtissiers de cette maison vous ont aidé dans la réalisation? Oui, le dessert ne tient pas qu'à moi, donc c'est une association avec les chefs. Ils m'ont aidé sur le développement. Et puis après, beaucoup l'entraînement, beaucoup de blanc le week-end, le matin, beaucoup d'entraînement en dehors des heures de travail. Et voilà. Alors, vous ont aidé aussi également pour la technique. Vous m'expliquiez, pour préparer cette émission, que vous êtes venu avec des petits ballons de baudruche. Oui, donc sur le dessert, il y a une petite bille en sucre
Donc c'est une technique qu'on a mis au point avec un des chefs de chez Le Nôtre. On est parti d'une idée qu'on a eue en discutant avec un ancien apprenti de chez Le Nôtre. Et donc on cherchait à mettre au point une bille de sucre dans laquelle il y aurait un caramel liquide. Et donc il en est venu cette idée de petit ballon pour faire ma bille en sucre. Et ensuite craquer le ballon pour percer le ballon pour que la bille soit vide. Plus que la bille, voilà. Alors, une autre difficulté, c'était le tube en meringue, je crois. Oui. Donc là, la difficulté, c'est qu'une meringue, classiquement, elle se fait cuire au four et ça a tendance un petit peu à gonfler et à éclater. Donc, moi, il me fallait quelque chose d'assez net. Et donc, on a eu l'idée de la faire cuire dans une étuve. Et donc, d'où mes tubes en meringue. Voilà. Alors, le jury note le visuel, le goût, mais pas que. Quels sont les critères, finalement, pour plaire au jury? Il faut... L'association... Enfin, il y a un jury travail, donc, qui note la technicité du dessert, les méthodes de travail, la propreté, l'organisation, l'attitude du candidat aussi, il faut être posé. Voilà. Et après, un jury dégustation, donc, qui note l'association, texture, le goût, l'assiette aussi. Donc, pour ça, j'ai voulu travailler aussi sur une cloche pour essayer de rappeler des éléments de mon dessert sur l'assiette. Et voilà les principaux critères. C'est assez stressant, j'imagine, d'avoir ces jurys qui vous observent tout au long de votre oui, assez. On s'est un petit peu observé. Et c'est surtout au départ, en fait, on les voit, ils tournent, donc on se demande à quelle sauce on va être un peu mangé. Et après, une fois qu'on est parti, on fait plus beaucoup attention aux personnes qui vous restez sont du coup concentré sur votre recette. Un autre point est également à noter, il faut que votre réalisation finale colle exactement à la recette et à la photo que vous avez envoyée dans le dossier en décembre. Pas le droit à l'improvisation finalement. Non, c'est par souci aussi d'équité entre les différentes demi-finales, parce qu'on ne passe pas tous en même temps, donc entre les premiers et les derniers, si on ne respecte pas tous la photo qu'on a envoyée, c'est pas juste. Donc, voilà. Par souci d'équité alors. On va parler également un petit peu de vous. Donc vous avez 28 ans et finalement vous avez commencé la pâtisserie il y a seulement 5 ans. Oui, bah oui. Alors vous avez auparavant fait un master de chimie spécialisé dans les arômes alimentaires. Donc ça reste une formation culinaire, mais bon, c'est assez loin finalement d'un métier artisanal. Pourquoi ce revirement finalement? En fait, j'ai toujours bien aimé étudier. J'étais bien dans les études. Ça m'intéressait de continuer mes études. La chimie, c'était quelque chose qui me passionnait. Et en plus, étudier les arômes, donc c'est pas commun. Et pour ça, c'était une voie qui me plaisait. Après, il y avait une différence vraiment entre les études et le travail. Et je me suis aperçue que c'était pas vraiment ma voie. Donc, tout en restant dans ce domaine-là, j'ai bifurqué sur un domaine qui me plaisait plus. Et donc la pâtisserie. Et la pâtisserie, ça a été votre choix. Alors vous travaillez donc à la maison Le Nôtre. La petite anecdote, c'est que vous avez commencé comme vendeuse là-bas, mais non pas en tant que pâtissière. Non, plusieurs moyens de rentrer dans la maison. Moi, c'était par la voie de la vente. Et je regrette pas parce que du coup, ça m'offre un éventail de... Enfin, j'ai vu plusieurs choses. Et puis pour faire des gâteaux, il faut savoir aussi les vendre. Donc ça me permet aussi d'avoir une relation un peu avec le client, d'avoir vu comment il réagissait, enfin, une autre vision du métier. Et d'avoir du coup le retour des consommateurs. Alors la suite maintenant, c'est la finale, donc le 26 mars à Nice. Oui, voilà. Vous présenterez donc le même dessert, c'est la règle, et cette fois il y aura une épreuve supplémentaire. Oui, il y a un panier garni, donc, qui est réalisé par le président du jury, donc Philippe Conticini. Donc on ne sait pas ce qu'il y aura dans le panier garni, c'est la surprise. Et avec les ingrédients qu'il va nous préparer, on devra faire 10 assiettes. Voilà. Inventer, donc du coup, là cette fois ce sera de l'impro. Voilà, le jour de... Voilà, avoir une nouvelle création finalement avec ce panier garni. Mais en tout cas, on vous souhaite une bonne chance. On espère vous voir gagner cette fameuse finale. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous, on va enchaîner du coup avec d'autres reportages loisirs. Je vous propose de découvrir tout de suite en images l'Aïto, un art martial méconnu, réunissant de nombreuses techniques de combat. Il a été créé en Polynésie. Il est aujourd'hui pratiqué par une centaine d'Yvelinois et la discipline tend à s'ouvrir au plus grand nombre par le self-défense. Reportage à Morpa d'Anthony Reich et Jonathan Villeman.
Garder son calme, parler avant d'agir et se défendre en cas d'insistance de l'agresseur, ce sont les 3 règles de l'Aïto, une discipline de self-défense qui s'inspire de tous les arts martiaux. Pour les combattants confirmés, la partie sportive va vraiment les intéresser parce que nous avons toutes les dimensions. Nous avons chez nous beaucoup d'anciens du JB, judo ou kickboxing qui veulent voir toutes les dimensions du combat. Donc ça, c'est un gros intérêt pour eux et ils peuvent conserver bien sûr leur origine et leur savoir-faire. D'abord réservé aux professionnels de la sûreté et de la sécurité, les pratiquants d'Aïto arrivent désormais sur le tatami pour élargir leur palette technique de combattants en cas d'agression. Comme Denis, venu aux arts martiaux par le taekwondo et l'aïkido. La self-défense qu'on pratique ici, ça permet vraiment spontanément d'avoir des bases solides. Le fait de connaître une palette technique, faut savoir se comporter, c'est vrai que c'est des situations qu'on peut quand même rencontrer dans le quotidien, quoi. Créé en Polynésie, l'Aïto signifie guerrier. Cet archétype du perfectionnement de soi traditionnel dans les arts martiaux associe également la modernité du cadre de la légitime défense défini par la loi. On va apprendre l'article 122.5 du code pénal sur la légitime défense et on va le rabâcher à nos élèves pour qu'ils comprennent que sur la voie martiale, dans la self-défense, il y a l'avant, la préparation, la connaissance de la loi. Pendant, si on se fait agresser, que faire? Et après, tout ce qui va être sur le judiciaire et le pénal. 4 clubs accueillent une centaine d'adhérents dans les Yvelines. Pour la 3e saison, Saint-Quentin en Yvelines lance Pulsation urbaine, une programmation autour des cultures urbaines. Elle est consacrée cette année aux 30 ans du hip-hop sur le territoire. Et pour l'occasion, le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines lui dédie une exposition et donne la parole aux street artistes du territoire. Un reportage de Aurélia Debussy et Élodie Moine. Pour sa 23e édition du semi-marathon, le Lions Club Blanc. Beurre. 1984, il y a 30 ans déjà, la mythique compagnie de danse hip-hop, les Black Blamber, faisaient leur premier pas à Saint-Quentin en Yvelines. Territoire qui fut l'un des berceaux du genre en France, célèbre tout au long de l'année cet anniversaire au travers de différents rendez-vous. Parmi ceux à ne pas manquer, notons que le musée de la ville présente jusqu'au 28 juin une nouvelle exposition. Baptisée Street Culture Sky, elle s'intéresse naturellement au hip-hop, mais plus largement aux cultures urbaines, skate, danse et graphe notamment. Cette culture-là est une culture importante sur le territoire, pas seulement à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais c'est une culture qui est souvent pas assez reconnue et elle mérite qu'on en parle. Mais c'est aussi une culture qui a des valeurs vraiment propres, qui sont importantes et revendiquées à la fois de se débrouiller soi-même, mais aussi du respect de l'autre, de la valeur par la compétence et pas par ce qu'on est ou par la valeur sociale. C'est des choses qui sont très importantes pour les hip-hoppers et qu'on a voulu traduire dans cette exposition. Une rétrospective à travers laquelle le musée donne la parole aux street artistes du territoire qui ont accepté de témoigner de leur univers de création. Chacun a apporté son idée. En fait, moi j'ai travaillé surtout dans le groupe du skate, où on a partagé nos vidéos, beaucoup de clichés, les lieux où on aime bien se retrouver qu'on appelle des spots. Et après, en fonction des autres contacts, ils ont apporté leur univers à eux, soit le monde du rap, soit le monde du graphe, et pareil, soit leurs spots, soit leur façon de filmer. Objets, textes, vidéos et objets d'époque ponctuent la visite, une occasion de s'interroger sur l'évolution de ces cultures. Je pense que c'est quand même un petit peu plus accessible pour tous. Bon, il y en a beaucoup qui en vivent maintenant, je pense, que ce soit du graphe, de la danse ou autre, mais de pouvoir toucher à ce monde-là, des cultures humaines qui était un petit peu, à l'époque, un peu ghetto. Un petit peu un aspect un peu négatif et je pense que maintenant ça a complètement changé et ça s'est beaucoup ouvert, il y a beaucoup de battles qui sont organisés, le skate on le voit partout, il y a un comeback du skate, le graphe, il y en a qui sont devenus maintenant des artistes très connus, donc c'est vrai que je pense que ça a largement évolué, les codes vestimentaires ont évolué aussi, soit dans les skateurs ou les danseurs, complètement changé. Pour s'initier à ces pratiques, 3 ateliers, pochoir, graphe et glisse, animés par des professionnels, seront présentés de mars à avril. Une librairie solidaire vient d'ouvrir au profit d'Action Humanitaire à Chevreuse. Une librairie qui récupère vos livres et les revend à prix réduit. Wilfried Richy et Élodie Moine. Des livres à bas coût allant de 1 à 5 euros, l'ONG Bibliothèques sans frontières a ouvert une librairie solidaire à l'espace culturel de Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'est également un point de collecte où les gens peuvent déposer leurs livres. Les livres sont triés. Une partie des livres sont destinés à la librairie solidaire. Une autre partie est destinée au local de BSF qui est à Épône. Et une autre partie va à la récupération papier parce qu'ils ne sont pas récupérables ni dans un lieu ni dans un autre.
Les bénéfices sont reversés au profit de projets qui favorisent l'accès au plus grand nombre à l'éducation et à l'information. Aujourd'hui, on intervient dans une vingtaine de pays, dont la France, et on intervient auprès de partenaires à l'étranger pour les appuyer sur des projets autour de l'accès à la culture, qui peuvent être des bibliothèques, des centres culturels. En France, on intervient auprès de publics en situation de précarité, notamment. On intervient dans des centres d'accueil et d'hébergement où on a créé des espaces bibliothèques avec des animations de médiation autour du livre. Bibliothèques sans frontières dispose d'une base logistique à Épône et plus de 20 points de collecte en région parisienne. Des antennes devraient ouvrir prochainement à Lille ou à Lyon. 500 bénévoles dans le monde participent à ce projet. 78 langues régionales sont connues en France et une charte européenne des langues régionales vient d'être présentée. Les Yvelines, elles aussi, ont leur langue. Il existe un patois qui date du 19e siècle. Nous vous racontons son histoire avec Anthony Reich et Jonathan Villeman. Il était un temps où certains Yvelinois parlaient une autre langue. Au-delà des souvenirs, il ne reste plus que quelques rares documents, comme cette monographie de 1898. À l'époque, le ministre de l'Éducation nationale commande à ses instituteurs des études communales en vue de l'exposition universelle de Paris. Entre la partie géographique et historique, M. Bellhomme, maître d'école à Follinville, petit village yvelinois de 776 âmes, semble étonné par le patois mantois. Apparemment, les habitants déforment en fait beaucoup de mots. Et là, il explique par exemple que la lettre A est prononcée avec le son de la lettre O. On dit une pote, une tauble, une rove, etc. Qui ressemble beaucoup à un vieux français, en fait, à une façon ancienne de parler le français, avec des yo à la place de o, avec des accents plus aigus que graves. Au milieu du 19e siècle, la ville de Mantes-la-Jolie compte environ 3500 habitants. Le chemin de fer ne traverse pas encore la commune, mais le parler populaire y est bien installé. Au grand désarroi du sous-préfet Armand Cassan, qui rédige un ouvrage consacré à la ville en 1833. Il porte un jugement assez sévère sur ces particularités locales, hein, qu'il décrit comme autant de vices, hein, c'est des expressions assez fortes qu'il emploie, d'expressions corrompues, hein, encore des termes assez forts, il va même jusqu'à parler de barbarisme, de l'ignorance. Depuis cet autre temps, ces intonations semblent avoir disparu. Le bêta est redevenu le bétail, l'encove, l'alcove. Le mantois ne fera donc pas partie des langues régionales reconnues par la charte européenne, charte que l'État doit encore adopter. Et avant de se quitter, un coup d'œil à l'agenda. On en parlait dans cette émission. Jusqu'à dimanche se tient l'IITOP, la compétition internationale de modélisme des Clés-sous-Bois. 15 nations, 65 pilotes. Rendez-vous au gymnase Maurice Baquet pour des shows aériens et des vols en musique. Ce week-end, c'est également le retour du Festival du Cirque, l'un des plus renommés d'Île-de-France. Des représentations samedi et dimanche avec jongleurs, acrobates, voltigeurs, clowns et funambules. Ça se passe au parc du Sautoir, au Mureau. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très bon week-end.